nous allons passer dans dans cette session maintenant sur la médecine chinoise avec deux interventions de deux personnes de très grande valeur à mes yeux. Frédéric Breton, puis en plus après Jean Motte qui interviendra à peu près dans une heure. On a une première partie donc orientée sur la médecine chinoise vue sur les théories de la médecine chinoise, mais avec peut-être une orientation sur les plantes, et ensuite sur l'acupuncture, même évidemment si le substrat théorique de cette médecine est identique. Je voulais préciser également que nous avons eu une subvention d'un sponsor qui nous a permis de financer cette conférence et cette session. Donc je cite Docsev, notre sponsor. Donc voilà, c'est un producteur de produits utilisés pour la médecine chinoise. Et donc je tenais aussi à remercier, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, remercier ce sponsor pour cette session. Sans plus tarder, on passe donc à cette médecine scripturale, médecine qui a l'avantage, je ne sais pas si c'est forcément un avantage, mais en tout cas d'avoir produit beaucoup d'écrits, de manuscrits, dans un monde chinois qui a connu très tôt, bien plus tôt qu'en Europe, l'imprimerie, et donc où de nombreux textes fondamentaux ont été conservés, imprimés, transmis, étudiés, commentés, ce qui évidemment place la situation de la médecine chinoise dans un univers un peu particulier, puisqu'il y a des bibliothèques entières sur une longue période historique. C'est aussi une médecine qui connaît une certaine continuité depuis extrêmement longtemps. Donc sans plus tarder, Frédéric, la parole est à toi. Merci. Donc j'ai une petite heure pour faire mon exposé, donc je ne vais pas me répandre tout de suite trop longuement en remerciements. Pour autant, je voudrais surtout remercier les malades, parce que c'est une observation assez étonnante. Sur les près de 3000 malades que nous avons soignés, surtout au début de l'épidémie, c'est-à-dire dans le premier semestre de l'année 2020, l'immense majorité des gens qui sont venus vers nous, des malades qui sont venus vers nous, n'avaient jamais été soignés par la médecine chinoise, ni par l'acupuncture, ni par les plantes. C'est donc assez étonnant, parce que pour eux c'était une nouveauté, d'une part, et sans doute une nécessité, compte tenu du contexte dans lequel nous étions au début de l'année 2020 en Europe, qui était un contexte selon lequel la politique était de rester chez soi et de ne consulter les urgences médicales qu'en cas de détresse respiratoire. Alors évidemment, pour un soignant, pour un médecin, c'est quelque chose qui est difficilement concevable. Et il nous avait semblé qu'il n'était pas très opportun d'attendre que les malades soient dans des situations graves et extrêmes, notamment en situation de détresse respiratoire, pour les soigner. Et nous savons, puisque si vous voulez, la médecine chinoise observe, étudie, analyse et traite les maladies épidémiques depuis à peu près, dans un continuum de connaissances et de pratiques, depuis certainement au moins la période des Han, c'est-à-dire environ 200 après Jésus-Christ. Et donc par rapport à ça, nous, en tant que praticiens en médecine chinoise en Europe, on s'est intéressé très tôt à l'épidémie de coronavirus et à la manière dont elle s'était déclenchée en Chine, à travers les contacts que nous avons professionnels en Chine. Et nous avons commencé à récolter des informations, essentiellement des informations cliniques, puisque nous sommes surtout des cliniciens, et on a commencé à observer la maladie et à essayer de la comprendre du point de vue de la nosologie de la médecine chinoise, puis de voir quelle était la pratique clinique qui était appropriée, et tout cela dans un partage d'expérience qui a été assez surprenant, assez novateur, grâce notamment à l'outil technologique
aux réseaux sociaux et à l'outil informatique. Et donc, nous avons spontanément, plusieurs praticiens se sont spontanément rassemblés, réunis, à travers un collectif. Et en fait, on a mis en place, grâce à la performance d'un ami informaticien, une plateforme de téléconsultation sur laquelle les malades pouvaient s'inscrire, remplir un premier questionnaire, et ensuite, en fonction de l'évaluation qu'on pouvait faire du malade, les praticiens qui étaient engagés sur cette plateforme prenaient en charge le malade, et ensuite exposaient dans un groupe privé Facebook en l'occurrence, exposaient le cas clinique, et nous pouvions y réfléchir tous ensemble, trouver une solution thérapeutique et faire envoyer la prescription aux patients. Ça a eu l'avantage de désinhiber les pratiques, puisque les praticiens en médecine chinoise en Europe ne sont pas habitués à traiter des maladies fébriles aiguës. Et donc, ce qu'on connaît à travers l'étude, à travers la littérature médicale, il faut à un moment donné que ce soit mis en œuvre, et il faut un peu désinhiber et avoir une confiance dans ce que nous ont transmis les anciens dans la connaissance et dans le traitement des maladies épidémiques. Et donc dans ce cadre-là, on a pu soigner un certain nombre de malades, même si, comme vous le savez, la médecine chinoise n'est pas la médecine qui domine en Europe, donc le nombre de patients traités est relativement limité. La notion de maladie épidémique est assez ancienne en Chine, et si vous voulez, le facteur pathogène épidémique a été déterminé par un médecin qui a écrit le traité des infections épidémiques, le Wen Yilun, et ce médecin, Wu Yuxin, il détermine à un moment donné que le facteur pathogène épidémique est un facteur pathogène à part entière. C'est-à-dire qu'en médecine chinoise, les agents pathogènes d'origine externe sont au nombre de 6. Ce sont le vent, le froid, la chaleur, l'humidité, la sécheresse et la canicule. Et lui, il dit que le facteur pathogène épidémique, il a une particularité. Il se manifeste déjà sous la forme d'une énergie qui a une caractéristique de toxicité, qui est toxique. Et il indique que ce facteur pathogène pénètre le corps par la bouche et par le nez, et non par la peau, par la surface cutanée, comme quand vous prenez un coup de froid, comme c'est généralement admis à travers les théories du traité des blessures dues au froid. Et il détermine aussi que le facteur pathogène épidémique, il ne manifeste pas de symptômes précoces, mais il manifeste les symptômes après une période d'incubation. Et il écrit une chose assez... Enfin, on peut synthétiser qu'il écrit une chose assez intéressante pour l'époque, puisque finalement, ce chi épidémique, cette énergie épidémique, consiste en une substance matérielle, mais on ne peut pas la voir. C'est-à-dire que ce médecin, il a une espèce d'intuition, sans avoir de microscope, que l'agent pathogène épidémique est un élément qui est substantiel. C'est-à-dire que c'est un être vivant. Et on apprendra plus tard, en Occident, ce sera que 350 ans plus tard, qu'on commencera, notamment à travers les premiers biologistes russes, à entrevoir la notion de virus. Et donc, selon ce médecin, les maladies, ce qu'on appelle en médecine chinoise, dans la catégorisation des maladies, les maladies de la blessure dues au froid qui pénètrent par la peau et les poils, et les maladies de la chaleur qui pénètrent par le nez et par la bouche, ne peuvent pas être confondues. Cependant, il y a deux éléments importants à comprendre.
La première chose, c'est du point de vue de la catégorisation des maladies. Le Suen, un des ouvrages fondateurs, un des 4 ouvrages fondateurs de la médecine chinoise, indique au chapitre 31, c'est la première phrase du chapitre, il dit, donc ce chapitre s'intitule « Le traité des maladies de la chaleur », il indique toutes les maladies de la chaleur sont une catégorie de la blessure d'eau froid. Et ça, c'est un élément important. Ça signifie que cette notion de froid, en médecine chinoise, ne fait pas uniquement référence à l'agent pathogène froid, mais c'est un concept de maladie. C'est-à-dire le froid est quelque chose qui arrête le mouvement de l'organisme, les mouvements de l'organisme, à un endroit du corps que la nosologie et la connaissance médicale, l'anatomie peut-être, va pouvoir déterminer. D'accord ? Donc certains vont appeler ça le poumon, d'autres vont appeler ça le métal sec de Yang Ming, mais peu importe comment on appelle cela, simplement on est obligé, puisque nous ne sommes pas omniscients, de déterminer des frontières. Et ces frontières, essentiellement, ça s'appelle l'anatomie. Et finalement aussi les éléments de la physiologie. Donc ce facteur pathogène épidémique, c'est une substance matérielle. Il a une forme, on ne peut pas le distinguer, et donc il va prendre l'apparence des facteurs pathogènes que nous connaissons, le vent, le froid, la chaleur, l'humidité, la sécheresse, etc., avec une caractéristique de toxicité. Il y a un deuxième point que je voulais exposer, c'est la période, les anciens, notamment au chapitre 71 du Suen, ont déterminé des périodes durant lesquelles sont susceptibles de survenir des maladies épidémiques. Alors, le temps, c'est-à-dire le rapport entre les segments célestes, les segments célestes, ceux que vous connaissez le plus, c'est les 4 orients, hein, le nord, le sud, l'est et l'ouest, et le centre. Et la manière dont le temps va se répartir sur la Terre, ce que nous connaissons le mieux, ce sont les 4 saisons, a été très précisément, à partir de données astrologiques, défini par la science chinoise. Et le Suen indique plusieurs périodes dans plusieurs années durant lesquelles peuvent survenir les maladies épidémiques. Alors, je vais vous faire vraiment un résumé extrêmement synthétique de comment ça fonctionne. L'année, c'est comme un cercle. Dans ce cercle, il y a un autre cercle de 2 segments, de 2 parties, qui sont la période Yang, qui va être le printemps et l'été, et la période Yin, qui va être l'automne et l'hiver. À l'intérieur de ce camembert de 2, on va avoir un camembert de 4, qui sont les 4 saisons que vous connaissez. À l'intérieur de ce camembert de 4, il va y avoir un camembert de 5, qui va correspondre aux 5 mouvements qui sont une déclinaison du yin et du yang, en fait, qui sont ce qu'on appelle aussi les 5 éléments, l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. Et à l'intérieur encore de ce cercle, il y a un autre camembert, si vous voulez, qui va correspondre à 6 périodes, qui correspond à 6 systèmes dans le corps humain. Et donc, les anciens ont déterminé que durant chacune de ces périodes, en fonction des années, certains symptômes, certains types de maladies pouvaient survenir. Et donc, on voit que, par exemple, pour la période qui concerne l'année 2019 et la fin de l'année 2019, qui correspond à la vague initiale du coronavirus en Chine, il est inscrit, il y a, durant cette période, des épidémies de maladies de tiédeur. Ensuite, on observe que pour les années 2020, au mois d'octobre 2020, ce qu'on appelle la deuxième vague,
on remarque que le Neijing nous indique aussi qu'il y a des maladies de tiédeur. Et on a regardé donc si on retrouvait ces éléments-là dans d'autres épidémies, et effectivement, on retrouve les vagues du SRAS de 2002, ainsi que de la grippe espagnole de l'année 1918. Ces cycles-là sont des cycles de 60 ans. De la même manière, dans les années 2009, qui correspond à une épidémie de grippe A H1N1, 2003 du SRAS, 2019, cette fois-ci la deuxième vague de la grippe espagnole, et la troisième vague du coronavirus, on retrouve la mention « les maladies d'épidémie de tiédeur surviennent fortement ». Et enfin, pour le début 2022, on retrouve aussi la mention Wenbing, c'est-à-dire Wen c'est tiédeur, tiédeur-chaleur, maladie, surgissement des maladies de tiédeur. On va retrouver alors sensiblement le même principe ou le même concept, même si le mot chaleur ou tiédeur n'apparaît pas, mais vraiment le terme épidémie en ce qui concerne les années 2022, 2023, 2017 et bientôt 2030. Et enfin, pour ces années-là, on peut voir aussi, là c'est mentionné en noir, j'ai fait une petite erreur de couleur, la mention de maladie de tiédeur. Donc ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a un modèle dans la connaissance chinoise, dans la connaissance astrologique, si on peut dire, de prédiction de survenance de vagues ou de maladies épidémiques. Pour autant, c'est un modèle de prédiction de surgissement potentiel. Il y a énormément d'éléments qui vont venir s'ajouter, qui vont augmenter cette potentialité ou la réduire. Donc, il ne s'agit pas ici de voir les choses comme étant un modèle de divination, mais comme étant un modèle d'observation et de prévention, et surtout de prévention. Puisque, on verra tout à l'heure comment on peut réfléchir à cette notion de prévention. Et qu'est-ce qu'on observe par rapport à ça? C'est que ces périodes, ces 6 périodes, elles fonctionnent comment? Elles fonctionnent de la manière suivante. Il y a sur Terre, en tout cas en ce qui concerne l'hémisphère nord, jusqu'aux pays subtropicaux, puisque les Chinois observaient le ciel depuis là où ils étaient. Il y a, au niveau de la Terre, une énergie haute, et au niveau du ciel, une énergie invitée. L'énergie haute est, on va dire sensiblement, l'énergie de la saison. Vous comprenez bien que si, au niveau de la Terre, l'énergie haute est le froid, et donc nous sommes en hiver, et que l'énergie invitée, l'énergie céleste invitée, c'est la chaleur, il y a un problème. C'est que l'énergie invitée n'est pas en correspondance avec l'énergie de la Terre. L'énergie de la montée, qui est invitée, va s'opposer à la nécessité de l'hiver, qui est de thésauriser l'énergie jusqu'au nouveau printemps. Et on voit que, si on prend ici la première vague, on a cette notion de feu. En jaune, ce sont les énergies hautes. Elles sont fixes. Ce sont des énergies qui sont fixes. Chaque année, ces énergies, ce camembert à 6 parties, sont toujours les mêmes. En revanche, les énergies invitées vont changer chaque année. Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. On a des hivers doux, on a des hivers froids, on a des hivers secs, on a des hivers humides, etc. Et donc, ce qu'on peut observer du point de vue général, c'est que les épidémies vont toujours débuter
lorsqu'il y a une notion de chaleur qui est invitée dans certaines années et dans certaines périodes. Et nous, cette notion de chaleur, on l'appelle le feu ministre Chaoyang, c'est-à-dire qui correspond à cette notion de chaleur et notamment qui a un aspect d'énergie caniculaire. On voit aussi que sur un cycle de 12 ans, 14 périodes vont présenter un potentiel de maladie épidémique. Et ça, c'est un point important qu'il faut que nous connaissons, mais que nous avons peut-être oublié, c'est que nous vivons avec des épidémies en permanence depuis des années et des centaines d'années. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il n'y a aucune raison de faire peur aux patients et aux populations. Nous vivons avec ça parce que l'être humain, pourquoi est-ce que finalement, pourquoi est-ce qu'on a la médecine? L'être humain, dans la tradition chinoise, c'est un être médian entre le ciel et la terre. C'est un être intermédiaire. Et en dessous, sans échelle de valeur, en dessous de cet être, il y a le petit organisme, le micro-organisme. Et le micro-organisme, il n'a pas besoin de la médecine. Parce que le micro-organisme, il est pur Chaoyang, il est pure capacité de transformation. Donc le micro-organisme, il s'adapte. C'est une énergie adaptée. Au-dessus de l'être humain, il y a le grand organisme. Le grand organisme n'a pas besoin de la médecine parce qu'il ne s'adapte pas. Vous prenez un ours polaire, vous le mettez dans le désert, en quelques heures, il va mourir. Vous prenez un chameau, vous le mettez dans l'Antarctique, il va mourir. Et l'être humain, il est entre ces deux, entre ce grand et ce petit, et donc il développe, il vit avec la médecine parce qu'il est entre une capacité d'adaptation et une incapacité d'adaptation. Et donc ça, c'est un point important que nous devons accepter, c'est que nous vivons en permanence avec des bestioles, et des bestioles qui peuvent être pathogènes et produire des épidémies. Cette énergie épidémique, et je ne vais pas développer ça aujourd'hui, mais finalement, elle a deux vertus. Ce chi épidémique, ce facteur pathogène, appelons-le virus, premièrement, il est pure capacité de transformation parce que ce feu ministre de Chaoyang, qui correspond à notre capacité de vie, en fait, c'est l'élément. Donc après, on peut dire, oui, dans la recherche clinique moderne, ça renforce l'immunité, ça fait produire l'énergie, etc. Bon, ça renforce certains aspects du sang et des globules blancs. À l'issue de 2 jours de traitement, le patient éprouve un grand appétit, il a faim, il mange, il se sent mieux, les selles deviennent normales, il va aux toilettes, il n'a plus besoin. Et donc, comme il n'a plus besoin d'oxygène le jour c'est le yang, la nuit c'est le yin, on peut estimer que le yang du corps, l'énergie yang, si l'énergie yang se rétablit, on peut pronostiquer que l'artémisia est mauvaise. Ça veut dire que ça dépend, puisque dans les pays du Sud, ne serait-ce que le virus va produire des transformations en chaleur. Donc il va falloir certainement beaucoup plus utiliser des plantes froides et amères dans les pays où il fait chaud, pour retrouver cet équilibre, et des plantes piquantes et tièdes dans les pays où il fait frais. Mais, mer et froide, il faut toujours à côté mettre un tout petit peu, comme ce petit point à l'intérieur du yin ou à l'intérieur du yang, un petit peu de plantes piquantes. Merci beaucoup Frédéric pour cette intervention et au fond cet approfondissement de l'épidémie de Covid. Le traitement, le diagnostic, l'état du malade va dépendre non seulement de ce qu'il est, mais aussi et en même temps ce qui se passe dans le ciel. Donc ça, c'est un point sur lequel la médecine chinoise, effectivement, apporte des éclairages en toutes circonstances. Donc l'étude diagnostique et l'étude énergétique livrée par la médecine chinoise permet précisément de nuancer, d'adapter les plantes à la situation du patient et à la situation énergétique globale. Donc merci pour cet éclairage extrêmement intéressant.